Bonjour, bienvenue au webinaire. J'espère que vous m'entendez bien et que vous visualisez le diaporama qui vous est présenté. Donc, bienvenue aux participants pour cette première rencontre extra consacrée à l'accompagnement des collectivités locales au passage à la DSN en 2022. Alors, je me présente, Arnaud Bourdon, animateur du comité Net Entreprise Bretagne et responsable relations entreprises et salariés à la CPM du Finistère. Donc, les comités régionaux sont constitués de représentants locaux des organismes de protection sociale et ont pour objectif d'animer le déploiement de projets ayant trait au portail Net Entreprise et plus généralement à la simplification des démarches administratives des entreprises vis-à-vis de la sphère sociale. Donc, pour cette rencontre, je serai accompagné de Béatrice Crespel, que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc je suis Béatrice Crespel. Je suis responsable du service d'assistance aux utilisateurs des services en ligne à l'URSSAF Bretagne. Seront également présents donc Didier Kuhn et Sophie Caillot pour le GIP MDS. Je te laisse te présenter, Didier. Bonjour à vous, heureux de rencontrer les collectivités de Bretagne à vos côtés. Et effectivement, le GIP-MDS, le GIP-MDS est en charge de mutualiser les outils de déclaration, de la déclaration sociale nominative, et donc de vous accompagner et de vous aider dans votre entrée dans la DSN. Bonjour à tous, et juste peut-être une petite précision pour Béatrice et Arnaud, pensez à désactiver le son des notifications, sinon ça fait des petits bruits de cloche, pas forcément très agréables, en cliquant sur la flèche en haut à droite du diapo. Et sinon, bienvenue à toutes et tous et bon webinaire. Donc, l'accompagnement des collectivités concernées par le passage à la DSN au 1er janvier 2022 va se réaliser en 3 temps. Donc sur l'année 2021. On se rencontre dans le cadre de la première rencontre extra sur un module de sensibilisation à la DSN, donc très généraliste. Un deuxième module qui aura lieu au 2e trimestre, plutôt consacré sur l'entrée en DSN, donc module intermédiaire. Et enfin, à la rentrée prochaine, une troisième rencontre qui sera plus dédiée à l'expertise. Donc, bien évidemment, ce premier temps ne rentrera pas dans les détails précis de la DSN, mais est une étape nécessaire pour vous sensibiliser aux grands principes de la déclaration sociale nominative et vous inciter à anticiper ce changement d'un point de vue technique autant qu'organisationnel. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce sujet et la rencontre va se diviser en 3 temps. Donc, un premier temps consacré à pourquoi la DSN, un deuxième temps qui sera plus sur la découverte de la DSN, et enfin, un dernier temps qui sera la DSN et moi. Donc, voilà. Bonne présentation, et je laisse maintenant la parole à Béatrice Crespel de l'URSSAF. Alors, donc en fait, là, je vais vous présenter de façon assez généraliste la DSN. Pourquoi la DSN? La DSN est déjà obligatoire pour toutes les entreprises du secteur privé depuis 2017 et elle le devient donc progressivement pour le secteur public. Elle remplace à ce jour plus de 45 formalités et a vocation à supprimer encore des formalités qui s'appuient sur les données de la paye. Donc, elle a été instituée par l'article 35 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Le principe, c'est vraiment de dire en une seule fois, de façon à alléger les formalités que vous avez à remplir aujourd'hui et à compléter aujourd'hui au quotidien. C'est un allègement pour les employeurs et une amélioration globale de la gestion des droits sociaux. La DSN, elle est transmise, c'est un flux unique en fait de transmission dématérialisée des données mensuelles. C'est un fichier mensuel produit à partir de la paye, destiné à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale des salariés
aux organismes et aux administrations concernées. Elle permet de remplacer l'ensemble des déclarations périodiques ou événementielles et diverses formalités administratives adressées jusqu'à aujourd'hui par les employeurs à une diversité d'acteurs, parmi lesquels on peut retrouver la Caisse primaire, l'URSSAF, la GIRC-ARCO, les organismes complémentaires. C'est le prolongement naturel de ce qui figure sur le bulletin de paye. C'est le reflet de la situation d'un salarié au moment où la paye a été réalisée. En complément, elle relate les événements survenus dans le mois, la maladie, la maternité, le changement d'un élément du contrat de travail, la fin d'un contrat de travail, tous ces événements ayant eu un impact sur la paye. C'est l'allègement, voire la suppression de certaines démarches. Je peux entendre que c'est quelque chose d'assez lourd, sans doute, à mettre en place au démarrage, mais qu'au final, c'est vraiment un allègement de la charge de travail. À ce jour, la DSN remplace déjà des formalités liées au chômage, à la maladie, au suivi des effectifs d'ARES. Elle remplace les formalités DUX, certaines formalités annuelles ou ponctuelles, et des procédures spécifiques. Elle alimente également le compte personnel de formation et le compte pénibilité. C'est une fiabilisation des informations servant à la fois au recouvrement des cotisations, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés. Donc, l'usage des données issues de la DSN pour le calcul de certains des droits, comme par exemple la gestion des allocations logement à compter de janvier 2021, et progressivement les différentes prestations soumises à clause de ressources. C'est également un calcul plus rapide des droits et des prestations. Alors, j'ai pas la main, voilà. C'est une mesure portée par les pouvoirs publics. Donc, ce que je vous disais, c'est au final une charge de travail diminuée et lissée. C'est au plus proche des besoins des politiques publiques. C'est basé sur le principe de dites-le nous en une seule fois. Et puis surtout, c'est de la dématérialisation, de la simplification, des données fiabilisées et beaucoup mieux maîtrisées, et une sécurisation et une mise à jour rapide des droits à prestations. La fonction publique donc, entre en DSN. Le secteur privé est déjà déployé depuis 2017. On pourrait dire en quelque sorte que le secteur privé a un peu essuyé les plâtres. Donc ça devrait être relativement plus facile pour la fonction publique. La généralisation de la DSN va s'achever en janvier 2022. Cette échéance législative a été fixée par la loi ESSOC 2018-727, donc du 10 août 2018. Alors, concernant la modernisation de la délivrance des prestations sociales, les données servent à l'examen des demandes de prestations sociales, donc ça c'est aussi très utile dans la lutte contre la fraude aux prestations. Des données contemporaines pour le calcul des aides au logement, ensuite généralisées à d'autres prestations sociales. Des données restituées aux usagers sur mesdroitssociaux.gouv.fr, donc je vous invite à aller vous connecter sur ce site pour voir un petit peu ce qui est présenté et puis consulter vos droits. La DSN, c'est aussi le prélèvement à la source. Elle porte les informations nécessaires au prélèvement à la source. Donc, prochainement, d'autres procédures vont être intégrées en DSN. Donc, il y a la DOETH. En 2021, donc la déclaration d'emploi des travailleurs handicapés. En 2021, pour le secteur privé. En 2023, on aura la déclaration et le calcul des effectifs pour le secteur public. Et en 2024, la collecte. En 2022, on pourra aussi avoir la déclaration et le paiement de la contribution à la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage. Donc la DSN, elle permet de fiabiliser les déclarations au plus près de leur émission, donc dans un système automatisé qui est un mode échange de données.
Il n'y a donc plus de possibilité de régularisation en ligne, comme c'était possible auparavant. Il faudra obligatoirement passer par des blocs de régularisation. Des éléments sur la situation sociale et fiscale des employeurs qui sont nécessaires au calcul de leur cotisation. Des incohérences détectées pour lesquelles des corrections doivent être apportées. Donc, je vous invite à la plus grande vigilance sur les anomalies qui vont vous être remontées sur le tableau de bord DSN. Et il est important d'en prendre connaissance et de les rectifier au fil de l'eau. Ça permet d'avoir, au bout d'un certain temps, des DSN, entre parenthèses, propres. Des gains de gestion et de productivité pour les organismes sociaux, pour les employeurs et les administrations utilisatrices de données sociales et fiscales. Donc, je vous disais, ça peut vous paraître lourd à mettre en place, mais au fil du temps, ce sera beaucoup plus facile. C'est une simplification pour les employeurs qui n'auront donc qu'une seule déclaration à effectuer pour remplir l'ensemble de leurs formalités et de leurs déclarations sociales. Alors, je ne sais pas si forcément à ce niveau-là, il y a des questions qui se posent. Je pense qu'on est sur une première présentation très générale de ce qu'est la DSN. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous, on va continuer, on va enchaîner avec le deuxième support du coup. Que je me permets d'intervenir, Arnaud. Les personnes qui sont là demandent comment avoir le diaporama, parce qu'apparemment, au niveau du partage du document, on est sur un partage d'écran et pas sur un partage du document, et du coup, ils n'arrivent pas à le télécharger. Donc, ce que je te propose, c'est que je monte le support numéro 2 dans l'applicatif pour qu'on voit si le petit nuage apparaît. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, dans la série replay, sur le même outil que celui que vous avez aujourd'hui, vous pourrez effectivement faire recharger l'outil. Didier, autant que tu partages le support fusionné, comme ça on aura les trois d'un coup, non? Alors, j'ai arrêté le partage, Didier, tu peux prendre la main pour partager le... On va voir si Sophie arrive à le faire bouger. Tu veux pas télécharger le... Ou Béatrice, si tu arrives à le faire défiler. Non. Moi, je peux, mais... Si. Didier, tu veux pas Voilà, mettre directement... Voilà, le petit nuage est là. C'était juste ça. Excusez-nous. On a découvert, et c'est grâce à Sophie que tu veux pas mettre directement la bonne information est venue. Donc, merci de vos demandes et on mettra à disposition le support numéro 1 pour que vous puissiez le télécharger après. On est vraiment désolé. Didier, tu m'entends ou pas? Je repars de ce pas. Donc, deuxième temps donc, consacré plutôt à découvrir la DSN. Donc, cette deuxième partie, j'espère que vous voyez bien le support du coup qu'on a rechargé. Donc, voilà, en train de le faire défiler pour arriver aux vues suivantes. Voilà. Donc, comme l'a présenté Béatrice, la DSN donc, est en place depuis 2017. On a démarré par les entreprises privées. Donc, un certain nombre de collectivités aussi sont déjà passées. Donc, voilà, donc on est quand même sur un projet qui est bien avancé. Qui a de quoi rassurer aussi chacun dans son entrée en DSN par rapport à ça. Et du coup, donc, par rapport à la DSN, ce projet, donc, en fait, sur la vue suivante, va vous montrer un peu comment il a été construit et comment il continue à se construire. Si vous regardez la vue suivante. Est-ce que j'ai la main sur la vue suivante? Non. Voilà. Donc, la déclaration sociale nominative, donc, c'est un projet commun, construit avec un ensemble d'acteurs. Tout d'abord, donc, le GIP MDS, qui est présent avec nous aujourd'hui pour ce webinaire, donc, qui est le groupement d'intérêt public pour la modernisation des déclarations sociales. Donc, c'est lui qui est chargé d'organiser la mutualisation des moyens des organismes de protection sociale pour toutes les déclarations sociales dématérialisées. Pour cela, donc, ils ont réalisé et organisé de nombreux ateliers de travail et réunions avec les éditeurs de logiciels et les représentants des employeurs et des comptables.
Je vous passe la liste entre parenthèses par rapport à ça. Donc, énormément de travaux à l'échelle nationale. En outre, beaucoup d'instances qui se tiennent régulièrement avec des représentants des organismes de protection sociale, Caisse des dépôts et consignations, ACOS, la DGFiP et les fédérations des organismes complémentaires. On voit donc que voilà. Il y a des réunions régulières, il y a des travaux nationaux qui sont menés pour permettre de mettre en place la DSN pour tous les employeurs sur ce sujet. Du coup, sur la vue suivante, alors, on va présenter un peu les 4 grands principes sur lesquels repose la DSN. Donc, il s'agit d'abord de la dernière étape du traitement de la paye. Donc, on est sur le reflet de la situation d'un agent au moment où la paye est réalisée. On est donc sur un sous-produit de la paye qui est généré par un logiciel de paye devant être compatible. Et c'est pour ça qu'on vous répétera souvent de vous rapprocher aussi de votre éditeur de logiciel. Sans doute que pour la plupart, vous l'avez déjà fait, mais il y a un travail important à mener avec votre éditeur de logiciel pour ce passage à la DSN en 2022. Autre principe très important, la DSN est réalisée au niveau du SIRET qui gère l'agent administrativement. Donc, on précise que le lieu de travail ne définit pas la maille déclarative. Donc, c'est un élément important. Vous devez être vigilant sur l'utilisation de vos numéros de SIRET. Donc, ça, c'est un travail important. Je ne sais pas si Béatrice souhaite rajouter quelque chose par rapport à ça, sur la vigilance par rapport au numéro de SIRET. Ton micro est coupé. Voilà. Pardon, oui, j'avais coupé mon micro. Oui, parce on a eu l'occasion de constater en URSSAF que pour beaucoup de collectivités, d'administrations, il y avait de très anciens SIRET qui avaient été créés, mais qui ne sont pas des SIRET, comme on pourrait dire, officiels. Donc, je vous invite à tester votre SIRET sur l'outil de Net Entreprise. Voilà. Donc, voilà, ce principe, donc, il est très important. À côté de ça, il y a un autre principe sur la vue suivante qui aussi peut-être va changer des choses au niveau des collectivités. Sur la vue suivante, vous trouverez ça. Donc, c'est que la DSN est transmise mensuellement. Donc, voilà, ça c'est quelque chose d'important vis-à-vis des collectivités locales. Donc, les organismes de protection sociale reçoivent les informations dont ils ont besoin pour remplir leur mission. Donc, vous avez uniquement 2 échéances uniques qui sont fixées en fonction de votre effectif. Soit c'est le 5 du mois suivant à midi maximum pour les établissements mensualisés de plus de 50 agents, donc correspondant au versement des traitements à la fin du mois M. Soit pour les autres collectivités, on sera sur le 15 du mois suivant pour les autres. Donc pour les collectivités qui ont un effectif inférieur à 50 agents. Donc c'est une donnée importante à prendre en considération et qui demande une adaptation à votre niveau. Dernier grand principe, et vraiment important aussi, c'est sur, en fait, quand vous réalisez la DSN, vous avez en retour des messages sur un tableau de bord unique. Donc, ces retours d'informations, ils sont très importants pour être exploités parce qu'ils vous servent au suivi et ainsi qu'aux corrections qui seront nécessaires à faire sur les DSN, soit du mois, soit sur les suivantes. Donc, je vois qu'il y a un certain nombre de questions. On les prendra à l'issue de ce temps, si vous êtes d'accord. Donc, sur la vue suivante, en fait, vous avez un peu une cinématique qui vous présente un peu ce qu'on a, le circuit, en fait, où on part un peu du déclarant qui réalise la paye, qui élabore son fichier DSN, avec la possibilité de tester la qualité de sa DSN avec l'outil DSN Val. Ensuite, en fonction des blocages éventuels, corrections à apporter, il peut ensuite déposer son fichier sur le portail Net Entreprise. Voilà, et les flux seront transmis aux organismes concernés et il pourra effectuer les contrôles au niveau de son tableau de bord. Il est donc important de consulter les retours et de respecter les échéances qui sont fixées. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut être vigilant.
Sur la vue suivante, donc on insiste bien sur. Alors, je n'ai pas tout à fait le même, oui, je n'ai pas la même vue. Donc, la DSN vise à remplacer au final plus de 40 procédures et déclarations sociales françaises périodiques ou événementielles. Donc ça, c'est important. Hein, fait pour simplifier les déclarations des entreprises et collectivités. Donc, c'est des choses qui évoluent régulièrement. Donc, il y a un certain nombre de procédures qui sont déjà dématérialisées. Comme Béatrice vous l'a dit précédemment, on voit qu'on continue à simplifier et à dématérialiser d'autres déclarations. Donc, c'est le système DSN continue à évoluer. Il vous proposera des simplifications pour les déclarations sociales. Voilà. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'ensemble de la dématérialisation. Données importantes sur lesquelles on insiste encore, c'est que les données déclarées, elles portent sur le mois principal précédent déclaré, ce que peut-être jusqu'à présent vous ne faisiez pas. Donc, c'est une notion importante que vous devez prendre en compte. Alors, bien évidemment, il s'agit d'un échange de données informatisé qui peut s'effectuer à partir du tableau de bord DSN, alors autrement appelé Upload, ou en transmission directe de vos logiciels de paye à l'application DSN, donc en mode API, comme c'est appelé. Donc là aussi, important de se rapprocher de l'éditeur de logiciel et de réfléchir un peu votre organisation sur la déclaration. Les données DSN donc, sont établies évidemment à partir des données de paye et les échéances sont à midi. Alors privilégiez plutôt la veille au soir quand même. L'échéance à midi, voilà, je vous conseille plutôt de le faire la veille au soir. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le 5 ou le 15 du mois pour faire la déclaration. Vous pouvez l'anticiper à partir du moment où le mois est échu. Je pense que Béatrice me confirmera ça. Il vaut mieux attendre que le mois soit échu pour faire la déclaration, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre le 5 ou le 15. Sauf, ça vous permet éventuellement, si vous constatez des erreurs avant, de pouvoir rectifier sur le flux. Sinon, ça sera une autre procédure sur les déclarations des mois suivants. Donc, voilà pour cette vue. Donc, la DSN, elle repose finalement donc, sur la transmission de deux types de données. Des informations mensuelles, issues de la paye au sens large, et prochainement, pour la fonction publique, la possibilité de faire des signalements d'événements. Alors, on vous le donne là à l'heure actuelle, mais votre priorité, c'est la déclaration de la DSN mensuelle. Les signalements d'événements, attendez un peu d'avoir fait le passage de la DSN mensuelle avant de le tester. Donc, en fait, ce qu'on vous précisait par rapport à ça, c'est qu'à côté de la DSN mensuelle, vous pouvez effectuer des signalements d'événements qui sont adressés alors soit à l'assurance maladie, dans le cas des arrêts de travail ou accidents du travail, soit au Pôle emploi en cas de reprise du travail ou des signalements de fin de contrat de travail. Donc, c'est des signalements très faciles d'utilisation, plus simples. Il y a moins de déclarations de saisie à faire. C'est basé sur les données de la DSN mensuelle, donc réputées fiables. Voilà. Donc, après, à vous rapprocher soit de la caisse primaire d'assurance maladie de votre département pour être accompagné sur le sujet dans l'avenir. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc, il y a un certain nombre de contrôles qui sont effectués au moment du dépôt. Donc, ils sont de deux types. Il y a le contrôle bloquant, ce qui veut dire que la DSN ne pourra pas être déposée, que vous devez corriger les anomalies qui vous seront transmises pour que le flux puisse arriver en fait comme il faut. Et enfin, vous avez des contrôles non bloquants. La DSN est déposée, est acceptée, mais il y a des notifications d'erreur qui sont renvoyées au déclarant et celui-ci est invité à corriger les anomalies. Tout ça dans le tableau de bord DSN. Donc voilà pour cette vue. Donc, bien évidemment, la fonction publique a des spécificités. Elles ont été rajoutées dans la norme DSN et pour retranscrire notamment les spécificités de catégories d'emploi ou de situations juridiques. Pour ça, vous retrouverez la notion de contrat qui peut vous être spécifique, les déclarations des quotités de travail entre fonctionnaires et contractuels et la gestion des détachements. Ces données, elles seront vues dans les modules suivants, plutôt, elles sont plus détaillées. Là, on vous présente
juste pour vous indiquer qu'en fait, on a bien tenu compte des spécificités de la gestion de la fonction publique. Alors, sur la vue suivante, voilà, on est arrivé à la fin de cette présentation. Il y a un certain nombre de questions qui sont parues. Didier ou Sophie, par laquelle vous voulez commencer? Alors, beaucoup des questions qui sont posées vont trouver des réponses dans le module numéro 3. Donc, il y a effectivement une petite frustration à ne pas avoir les bonnes réponses tout de suite. Donc, vous inquiétez pas, vous allez les avoir. Sur la personne qui posait la question de savoir à partir de quelle date la DSN était obligatoire. Et maintenant qu'on arrive au bout de l'échéancier, pour tout le monde, c'est obligatoire au 1er janvier 2022. Pour une bonne et simple raison, c'est que les autres déclarations que vous pouviez faire jusqu'alors, c'est-à-dire la DATSU, déclaration annuelle, et la DUX, la déclaration de cotisation, seront inaccessibles et seront fermées. Donc, il n'y aura pas d'autre moyen que la déclaration sociale nominative pour passer, pour transmettre les données sociales qui doivent obligatoirement être transmises tous les mois de manière dématérialisée, comme le texte de loi cité au début vous l'indiquait. L'autre question qui était éventuellement qui est revenue plusieurs fois, c'était la date à partir de laquelle on pouvait effectivement déposer la DSN. Donc la DSN doit être déposée le mois suivant celui où la paye a été réalisée, c'est-à-dire que la paye d'avril doit être à échéance du 5 ou du 15 mai, mais vous pouvez déposer la DSN du mois d'avril à partir du 6 avril, si la paye a déjà été faite. C'est-à-dire que le lendemain de l'échéance précédente, vous pouvez déposer une nouvelle DSN, sachant qu'elle sera en mode annule et remplace, c'est-à-dire qu'elle peut être corrigée jusqu'à la date d'échéance. Ça répond aussi à la demande des congés. Par exemple, vous partez en vacances au mois d'août, ce que je vous souhaite cette année avec beaucoup de force. Je vous souhaite qu'on puisse tous partir juin, juillet, août, septembre comme on le voudra, mais qu'on puisse un peu partir au soleil et se reposer. Vous avez la possibilité, donc, si vous partez au mois d'août, puisque vous aurez fait la paye du mois d'août, la paye, elle est faite, elle est publiée, que vous soyez en congé ou pas, les agents, vos collègues sont rémunérés et les payes sont faites. Donc, dès que la paye est faite, qu'elle est prête à être transmise, vous pouvez la transmettre dans la DSN, dans le flux DSN. Donc, si vous êtes en vacances au mois d'août, vous pouvez la publier, par exemple, le 25 juillet et la déposer le 25 juillet. Et la DSN de juillet, donc, sera publiée le 25 juillet en avance du 5 ou du 15 août. Et la DSN du mois d'août sera à déposer entre le 5 et le 15 septembre. Donc, vous avez le temps de revenir de congé. Et effectivement, puisque la paye, si par chance c'est un plan de paye simple, vous aurez la possibilité de le transférer sur cette option. Alors, sur la question de Madame Thomas que je viens de lire, alors d'abord, Madame Jacques-Hélène, oui, ce sont les déclarations des charges, ce sont les déclarations de cotisation sociale. La DATSU ne sera plus à faire au 1er janvier 2022 si vous avez démarré la DSN en 2021, puisqu'il faut 12 déclarations sociales nominatives pour supprimer la DATSU 2022. Donc la DATSU que vous faisiez au 1er janvier 2022, qui est la DATSU qui correspond à l'année 2021, est à faire si vous n'avez pas effectivement transmis de DSN en 2021. Mais à partir du 1er janvier 2022, c'est-à-dire les salaires de janvier, février, mars 2022, vous ne ferez pas de DATSU au 1er janvier 2023. Toutes les données auront été transmises dans le cours de l'année. Donc, je reviens sur la question qui était un peu plus complexe sur les SIRET. Comme on vous l'a dit, la maille déclarative, c'est le SIRET, mais cependant, la maille, entre guillemets, intelligente, c'est le SIRET qui gère la paye des salariés. Donc, l'idée est effectivement de revenir éventuellement sur une DSN, même si vous avez plusieurs SIRET, sachant qu'il est absolument indispensable à ce moment-là, quand il y a une modification de ce type-là ou une évolution de ce type-là, que vous puissiez vous prendre contact avec votre URSSAF pour vérifier
et Béatrice Crespel ne me dira pas le contraire, vérifier qu'il s'agit bien d'un compte cotisant, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interruption, parce que vous savez très bien que même à partir du moment où il y a intervention humaine, on a toujours un petit risque d'avoir soit une incompréhension, soit une erreur, soit un délai trop tardif ou autre. Donc vraiment, rapprochez-vous de votre URSSAF pour vérifier que si éventuellement la DSN change les habitudes de paye que vous avez aujourd'hui, les fait évoluer vers une simplification dès le début, vérifiez qu'il s'agit bien d'un compte cotisant de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interruption entre les déclarations, le paiement des cotisations et bien évidemment les ouvertures des droits de vos agents. Eh bien, Madame Bourgini, si vous êtes en vacances le 24 juillet jusqu'au 15 août, la déclaration de juillet, vous pouvez la poster le 23. À mon avis, il vaut mieux la faire vers le 20, parce que si vous le faites le 23, juste la veille de votre départ, ça va vous mettre un petit peu en stress. La paye, vous allez la faire avant, elle va être préparée avant, donc vous pouvez publier la DSN à partir du moment où la paye est faite, puisque la DSN étant le reflet de la paye, quand vous faites la paye, la DSN est réputée prête et éventuellement, vous pouvez la déposer, sachant que dans la DSN, il y a le flux d'informations du mois en cours, donc bien évidemment la paye du mois en cours, mais aussi, et c'était une des questions qui a été posée, des modules de correction, des modules d'adaptation qui permettent de corriger des données, voire de rajouter des données et de les affecter à des dates antérieures. C'est-à-dire que dans la DSN de juillet, vous pouvez avoir un bloc changement qui va porter sur le mois de mai. Il faudra simplement, dans ce bloc, préciser que les dates afférentes à ce changement sont des dates de paye du 1er au 30. Alors, je vais dire une bêtise parce que je ne sais plus. J'ai honte, il y a 30 jours au mois de mai puisque mon fils est né ce jour-là. Donc, vous avez la possibilité, effectivement, de les dater. Donc, le fait que vous soyez en congé, le fait que vous soyez… Alors, si vous êtes en arrêt maladie, bien évidemment, la paye continue à être faite. Je suppose qu'il y a une procédure de support qui permet que la paye ne soit pas interrompue. Et cette procédure de support fait que votre logiciel de paye ou le centre de gestion avec qui vous travaillez ou l'intermédiaire avec qui vous travaillez établit la paye. Et quand il établit la paye, que c'est un logiciel à la norme DSN, le fichier DSN est prêt. Alors peut-être que Béatrice ou Arnaud, vous avez vu d'autres questions qui méritent une intervention là. Il y avait une question sur les déclarations, les signalements d'événements pour arrêt de travail. Un peu plus bas, Didier. D'accord, mais je ne les vois pas. Mais de Tatiana Andreeva. J'en ai vu passer une qui va sur l'arrêt de travail et qui va me permettre de faire une réponse qui va porter sur l'ensemble des déclarations. Il n'y a pas de double commande entre les anciennes procédures et la DSN. C'est l'un ou l'autre. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils ne sont pas écrits avec le même langage. C'est un peu comme si vous envoyiez à l'URSSAF une DUX en français et une DSN en chinois. Impossible de remettre au même niveau les deux informations, impossible. Donc, du coup, que va-t-il se passer? Il va y avoir une mise en erreur, on va ressortir les données, elles vont être traitées manuellement, et effectivement, on va tout bloquer. Alors, quand c'est, vous allez me dire, quand c'est sur le paiement des cotisations, avec l'URSSAF, on trouvera toujours moyen de s'entendre, et on va le faire effectivement. Quand il s'agit d'un arrêt maladie, avec éventuellement une suspension, s'il n'y a pas de subrogation, et si ce n'est pas un agent de la fonction publique, et qu'il y a une suspension des revenus, le fait d'avoir la déclaration, la DSIJ, le signalement d'événements DSN, fait qu'on va retarder la prise en charge des revenus de substitution pour l'agent ou pour le salarié. Et du coup, on va être en problème. Donc, à chaque fois que vous avez l'option, est-ce que j'utilise une ancienne procédure ou une nouvelle, si vous êtes en DSN, s'il y a suffisamment de DSN mensuels pour substituer la déclaration, et le calcul est relativement simple à faire. Une DSIJ simple aujourd'hui, quand vous la faites, vous devez remplir à l'intérieur les 3 derniers salaires. Ce qui veut dire que pour substituer une DSIJ avec la DSN, il faut qu'il y ait eu 3 DSN mensuels au préalable pour que les données qu'on vous demande dans la DSIJ soient déjà enregistrées dans le système.
Donc c'est vraiment, ça a l'air relativement complexe vu de l'extérieur, mais la logique, votre métier est déjà tellement complexe. Vous avez besoin déjà d'avoir une telle compétence technique sur la gestion sociale, la gestion de la paye, la gestion informatique maintenant, et puis du coup la gestion de la dématérialisation, qu'on oublie les choses qui sont relativement les plus simples possibles et ce que j'appelle régulièrement la philosophie de la DSN, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à faire, qu'est-ce qu'on cherche à poser. Donc on est vraiment coincé par rapport à ça quand vous avez une question que vous vous posez, alors en dehors d'une question technique, très pratique, très pointue, essayez toujours de vous demander comment est-ce que je faisais avant, qu'est-ce que j'avais besoin de faire avant, pour que ça soit substitué, de quoi est-ce que le système a besoin. Et vous avez généralement les réponses. Alors, vous allez voir dans le diaporama suivant qu'il y a beaucoup d'outils mis à votre disposition, beaucoup de façons d'obtenir des réponses et que de toute façon, par le biais de cette présentation aujourd'hui, vous apercevez que derrière la dématérialisation, il y a toujours des humains, il y a toujours des services dans les organismes, il y a toujours des liens possibles par mail, par téléphone ou dès qu'on aura l'occasion de le faire en visu et en face à face. Mais il n'est pas question que vous soyez tout seul en face de ce changement. L'accompagnement à la conduite au changement est une des choses que l'on peut parfaitement imaginer. Donc sur les arrêts de travail, ceux qui passent aujourd'hui par des DSIJ, déclaration d'indemnité journalière, la substitution par le signalement d'événements de la DSN pourrait être faite dans quelque temps, quand on aura effectivement suffisamment de données mensuelles et à partir du moment où effectivement l'assurance maladie sera en capacité de recevoir ces données spécifiques. Alors je laisse Béatrice répondre à Madame Spétante qui demande si en cas de problème on peut contacter facilement l'URSSAF. Alors, pour ma part, donc, nous, c'est vrai qu'on a un accès au service d'assistance, au service en ligne. Hein, on a une adresse mail dédiée. Par contre, je ne veux pas m'avancer sur les adresses mail qui vont être mises à disposition des CDG par le service de gestion des comptes. Je pense qu'on a des webinaires à suivre et à ce moment-là, je pense qu'on pourra vous donner plus d'éléments. Mais autrement, vous avez, comme d'habitude, hein, le 3957 et vous faites le choix tiers déclarant. Et vous arriverez sur mon service et normalement, on doit pouvoir vous accompagner. Alors, est-ce que on passe au suivant? Alors, je pense que ceux qui avaient perdu le visu, bon, il y a d'autres questions qui arrivent, donc on va y répondre, hein, mais je pense que ceux qui ont perdu le visu, c'est parce que le support est peut-être trop lourd. Donc, je vais reprendre la main sur la présentation et vous poster le troisième support qui est plus léger, qui, je pense, va permettre de le récupérer. J'invite tous ceux qui sont connectés là à récupérer par le petit nuage celui que Sophie nous partage, puisque lui emporte les 3 supports d'un seul coup. Donc, vous aurez tous sous la main, vous n'aurez rien perdu et rien oublié. Et puis, je vais passer sur le nouveau de façon à ce qu'on puisse vérifier que chacun d'entre nous peut prendre la main dessus. Alors, l'éditeur demande de remplir un tableau d'informations nécessaires au paramétrage de notre logiciel. Où trouver ces informations? Je pense que je ne peux pas vous conseiller la violence comme moyen de persuasion que votre éditeur soit plus clair dans ce qu'il vous demande. Les fiches de paramétrage des organismes, ça n'existe que pour certains organismes complémentaires. Pour tous les autres, on a effectivement un cahier technique et des données. Donc, je pense qu'au niveau de votre éditeur, ce serait assez intéressant qu'il vous indique justement où les trouver. C'est assez surprenant que lui ne soit pas en capacité, puisqu'il vous a déjà fourni le logiciel que vous avez. Alors, si c'est déjà un éditeur avec qui vous travaillez, si c'est un nouveau, effectivement, je comprends que ce genre de problème se pose. Si c'est l'éditeur avec qui vous travaillez aujourd'hui, le paramétrage de votre logiciel, normalement, il a déjà les éléments et les données pour le faire. Et puis, le décalage de paye, 2 informations de base. La première, c'est que la loi s'applique à tout le monde et que le décalage de paye n'est pas autorisé en France. Simplement, il y a une souplesse qui est accordée et qui permet de refléter la paye, mais normalement, le salaire doit être versé le mois d'activité et non pas 1 mois, 2 mois ou 3 mois après, quelles que soient les conditions dans lesquelles
la paye est faite, mais il y a une souplesse qui est en place et du coup, cette souplesse, vous la retrouverez dans la DSN puisque la DSN, c'est la photographie de la paye au moment où elle est faite. Donc, si vous faites une paye avec des salariés qui ont une période d'activité au mois de juin et qu'en juin, ils n'ont pas été payés pour cette activité du mois de juin, ils apparaîtront dans la DSN du mois de juillet avec une date d'activité reportée au mois de juin. Donc, c'est vraiment la photographie de ce que vous faites en paye. C'est légèrement différent par rapport au prélèvement à la source, puisque le prélèvement à la source tient compte du jour ou du moment où l'argent change de poche, pour parler en illustrant les propos. C'est le moment où la paye physique monétaire est faite, où le virement est fait, que le prélèvement à la source doit être effectué. Donc, c'est encore une date différente, parce que si la paye est faite, mais que vous avez versé des acomptes dans la DSN du mois de juin, donc toujours pour juin, vous devez tenir compte de ces acomptes, et la régularisation et la complétude de la paye sera portée sur juillet. Et est-ce que la DSN sera fusionnée avec l'application de paye? Oui, madame, la DSN ne peut être réalisée que par un logiciel de paye. Et du coup, le logiciel de paye doit être compatible. Et si vous avez un doute sur la version que vous avez, vous devez vous approcher de votre éditeur. Et si vous avez un point sur la présentation que peut vous faire votre éditeur, vous avez sur netentreprise.fr la liste des éditeurs qui ont signé la charte DSN et qui donc ont des logiciels compatibles. Et il n'y a pas de mode EFI. Arnaud, vous précisez tout à l'heure que la DSN, c'était en mode EDI, en échange de données informatiques. Il n'y a pas de tableau à remplir, il n'y a pas d'éléments qui permettent de remplir la DSN à la main. La DSN, c'est un flux d'informations numériques issu de la paye et donc issu d'un logiciel de paye. Didier? Oui. Juste pour répondre à une question, alors par rapport à d'autres dates de réunion, c'est-à-dire que pour la Bretagne, on organise en plus de cette réunion régionale des réunions par département. Donc, si vous étiez inscrit au 25 mars, voilà, la réunion est maintenue. Hein, on fait en plus, parce que si vous n'étiez pas, les collectivités n'étaient pas disponibles à la date proposée, on a proposé d'autres dates par département pour organiser des webinaires, voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'on va trouver un moyen avec le comité régional Bretagne de faire monter ces dates dans le support sur la page Net Entreprise, de façon à ce que ceux qui le souhaitent puissent s'y connecter aussi et puissent la retrouver en dehors de la communication que vous avez. Hop. On peut peut-être passer à la diapo suivante et puis on reprendra le fil des questions à la suite. Donc, Béatrice, si tu peux prendre… Attends, je fais monter le support 3, ça doit être celui-là. Essaye de le faire passer, Béatrice. Alors, j'essaye. C'est bon. Et normalement, vous devriez voir le petit nuage tous sur le troisième. Mais moi, je n'ai toujours pas de nuage. Hein. Non, mais toi, tu n'as pas de nuage parce que toi, tu interviens. Ah, d'accord. Okay. Tu vas pas te télécharger. Bon, j'arrête mes bêtises. Bon, alors la DSN et moi. Donc, pour découvrir tous les services Net Entreprise sur la DSN en fonction publique, vous avez la page du site Net Entreprise qui est dédiée à la fonction publique. Donc, il y a un lien. Je ne vais pas ouvrir les liens à chaque fois. Sachez simplement que ça existe. Donc, si vous avez les documents, les supports, vous pourrez cliquer sur le lien. Sur cette page, donc, il y a toutes les informations essentielles relatives au passage en DSN pour les déclarants de la fonction publique, notamment un lexique qui va définir toutes les correspondances à appliquer pour le secteur public, une base de connaissances qui centralise les fiches consignes relatives à la DSN, dont une quarantaine sont spécifiques à la fonction publique. Donc, on vous précise bien, n'oubliez pas de créer votre espace personnel et de vous abonner pour recevoir les actualités. Vous avez donc un guide de démarrage spécifique fonction publique qui va vous reprendre tous les grands principes de la DSN, toutes les étapes à bien respecter pour un bon démarrage, avec tous les contrôles que vous devez faire en amont, que ce soit sur les numéros de sécurité sociale, en fait, des contrats, les doublons. Vous allez retrouver tous les éléments d'accompagnement qui vont être mis à disposition.
Vous avez également un module de formation de niveau sensibilisation qui reprend de manière plus détaillée les éléments à prendre en compte. Est-ce que Didier, tu souhaiterais que l'on diffuse quand même les modules qu'on regarde ou pas? Et là, il y a en allant cliquer sur les liens directement. Écoute, oui, ça risque d'être lourd à reprendre ici. On risque de perdre. J'ai jamais tenté. Donc, ça risque d'être compliqué, quoi. On peut faire une première en Bretagne, mais. Après, c'est pareil, il y a plusieurs webinaires. Donc, on ne va pas aller revisionner des webinaires, mais sachez que ces webinaires sont mis à disposition. Vous avez des outils en ligne dédiés à la fonction publique en cliquant sur ce lien. Je suis allée faire ma curieuse, je suis allée les voir et effectivement, ils sont très bien faits. Donc, ne faites pas l'impasse là-dessus. Allez les regarder. Ce sont donc des outils de e-learning et des mini-clips sur la base de cas concrets de paye. Alors, les termes utilisés dans la norme DSN, vous avez donc un lexique parce qu'évidemment, les termes que vous utilisez en fonction publique ne sont pas ceux qu'on peut utiliser dans le secteur privé. Par exemple, un agent public, c'est un salarié. Une entreprise ou un interdéclarant, c'est une administration ou un organisme public. Un salaire correspond à un traitement et un contrat désigne la relation employeur-agent. Donc, je pense que vous allez vous y retrouver facilement. Voilà, vous retrouverez le parallèle sans trop de problème. Mais sachez que le lexique existe. Le cercle vertueux de la DSN. Donc, il faut d'abord au préalable informer les salariés que vous allez donc effectuer les déclarations avec le module DSN. Ce que je vous disais, donc, il faut déterminer les sirettes qui sont déclarées. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'en URSSAF, on avait des très anciens sirettes. Normalement, on les a tous contrôlés. Donc, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Mais voilà, ça ne vous empêche pas d'être prudent et puis de les vérifier quand même. Donc, contrôler les sirettes déclarées et les lieux de travail. Rattacher les salariés à l'établissement. J'ai un écho, je ne sais pas toucher. Il faut couper le micro pour les autres animateurs, je pense. OK. Donc, contrôler les sirettes déclarées et les lieux de travail. Il faut bien donc rattacher le salarié au lieu où il a son activité. Tout à l'heure, je vous disais aussi, vérifier les NIR de vos individus. C'est important si on veut que leurs droits soient bien alimentés. Contrôlez vos fichiers avec les outils mis à votre disposition, donc DSN Val et DSN Fonction publique. Et puis toujours, consultez les comptes rendus métiers financiers et les comptes rendus métiers nominatifs. C'est là que vous allez retrouver les signalements d'anomalies. Et il faut vraiment y prêter attention. J'insiste lourdement là-dessus, mais on a tellement d'anomalies qui ne sont pas contrôlées par les déclarants. C'est un peu compliqué puisque, en fait, les données enregistrées en URSSAF peuvent être fausses, donc je parle pour l'URSSAF, peuvent être fausses, il peut y avoir des divergences dans les déclarations. Donc, surtout, faites attention, consultez les comptes rendus. Vous pouvez déposer une DSN annulaire en place. Alors, c'est la veille de l'échéance, surtout pas le jour de l'échéance, mais la veille avant minuit. D'accord ? Les étapes de l'entrée en DSN. Donc, c'est un peu une redite, mais il vaut mieux le dire plusieurs fois et que ça se soit bien intégré. Donc, déterminer les sirettes qui seront déclarées. Il est impératif de définir quelles sirettes sont déclarées pour respecter la maille déclarative adéquate. Il est préconisé d'utiliser le siret responsable de la paye de l'agent. Contrôler les sirettes déclarées et les lieux de travail. Donc, le service DSN Contrôle Siret permet de récupérer la liste des sirettes non reconnues dans le dispositif DSN afin de procéder à la mise à niveau de ce système en amont des transmissions de DSN. Il vaut mieux s'y prendre à l'avance qu'au dernier moment d'être coincé parce qu'il y a un problème sur le siret.
Pour ça, vous avez une fiche consigne que vous pouvez retrouver donc sur le site. Vérifiez les NIR de vos individus. Donc, vérifiez auprès de vos salariés les NIR en anomalie. C'est ces derniers qui devront réaliser les démarches nécessaires auprès de leur caisse d'assurance maladie et vous informer des suites données. Là aussi, vous avez une page sur ce sujet. Vous devez contrôler votre fichier, donc vous avez les outils d'autocontrôle qui vous permettent donc de vérifier en amont la qualité de vos dépôts, la qualité de vos déclarations, ainsi que les données. Donc ce sont les outils DSN Val et DSN Fonction publique. Et consultez donc les comptes rendus métiers financiers et nominatifs qui sont envoyés par les organismes à réception des DSN. Donc, bien consulter le bilan d'anomalie, effectuer les modifications nécessaires et déposer la DSN annulée en place la veille de l'échéance avant minuit. La DSN qui porte les éléments de salaire versés au cours d'un mois M doit être transmise au plus tard le 5 du mois M+1 pour les établissements mensualisés de plus de 50 salariés versant. Donc, vous voyez, je dis salariés parce que je suis dans ma tête, je suis restée dans le secteur privé. Donc, de plus de 50 employés versant les traitements à la fin du mois M et le 15 du mois M+1 pour les autres. Avant l'échéance, donc là, c'était une question qui a été posée tout à l'heure, les dépôts sont autorisés jusqu'à 1 mois à l'avance. Donc, vous pouvez anticiper et partir sans problème en vacances. Pour modifier la déclaration initiale, donc vous avez la fonction annuler en place, donc je le redis, la veille de l'échéance. Et après l'échéance, il est impossible d'effectuer une déclaration annulaire en place. Les corrections que vous voudrez apporter à ce moment-là devront se faire avec la DSN du mois suivant, avec des blocs de régule. Et il faudra autant de blocs de régule qu'il y a de mois concernés. Toute déclaration initiale qui est déposée après l'échéance va être considérée comme tardive. En cas d'erreur, et selon le type d'anomalie, des contrôles peuvent se déclencher lors du dépôt. Donc Arnaud en a parlé déjà tout à l'heure, il y aura des contrôles bloquants, donc là vous n'avez pas le choix, la DSN ne peut pas être déposée, vous devez donc effectuer les rectifications avant d'opérer un nouveau dépôt. Et le contrôle non bloquant, donc la DSN déposée est acceptée, mais il y a des notifications d'erreur qui invitent à corriger les anomalies remontées et à redéposer la DSN en annulation et remplacement, donc avant de la DSN initiale, avant la veille de l'échéance à minuit. Donc je répète, ce n'est pas parce que vous êtes dégagé de vos obligations et que votre DSN est déposée qu'il ne faut pas aller lire les comptes rendus métiers. Pour chaque dépôt, vous allez recevoir et vous allez pouvoir contrôler les accusés d'enregistrement électronique qui prouvent donc que les exigences de caractéristiques techniques du fichier ont été remplies et qui attestent bien que votre fichier a bien été réceptionné et qu'il a passé avec succès les pré-contrôles et qui peut être exploité par le système DSN. Un avis de rejet, donc lui, il va formaliser le fait que la déclaration est incorrecte, qu'elle n'est pas transmise et qu'elle est donc à refaire. Donc là, vous pouvez la redéposer après correction des anomalies. Et le certificat de conformité qui est produit au niveau de l'envoi et c'est une condition sine qua non de sa transmission à certains organismes destinataires et qui vous libère normalement de vos obligations. Donc les premiers gains de la DSN. En fait, depuis janvier 2020, la DSN remplace pour la fonction publique la déclaration automatisée des données sociales, unifiée, la DASU, pour les cotisations de retraite envoyées aux 3 fonds gérés par la CDC, donc la CNRACL, la RAFP et l'IRCANTEC. Elle remplace aussi la déclaration unifiée des cotisations sociales pour le volet URSSAF. Alors faites attention, ne déposez pas une DUX et une DSN parce que forcément, si vous déposez une DSN, que vous revenez faire une DUX, ça va être écrasé et inversement. Alors, juste une petite précision pour la DUX. Vous en êtes peut-être aperçu pour ceux qui produisaient encore des DUX. Aujourd'hui, il faut obligatoirement passer par le site URSSAF pour remplir une DUX et plus par le site de Net Entreprise. Les informations relatives au prélèvement à la source via Passereau
et utilisé également pour le bon remplissage de la déclaration pré-remplie pour la DGFiP. Le remplacement éventuel de déclarations vers les organismes complémentaires pour les déclarants qui le peuvent et qui le souhaitent. Donc on vous dit bien, attention, la DASU et la DUX disparaîtront définitivement dès que les obligations d'entrée des fonctions publiques en DSN fixées par décret seront passées. Pour l'instant, vous avez encore accès à la DUX, mais ça ne va pas durer. Donc, les derniers conseils, c'est bien sûr de vous rapprocher de votre éditeur qui peut avoir des informations importantes à vous communiquer relatives au paramétrage. Et ce n'est pas à lui de vous poser la question, c'est à lui de vous informer. Il peut aussi vous informer du déploiement de votre solution logicielle ainsi que des prestations d'accompagnement et de formation qui sont mises en place à son niveau. Utilisez l'environnement de test. Déposez des flux DSN et recevez. Alors, ne vous trompez pas, hein, ne les déposez pas en réel parce que c'est là où ça va être un peu gênant parce que ça va du coup bloquer votre accès à la DUX. Donc, utilisez l'environnement de test pour déposer des flux DSN et vous recevez en retour de la part des organismes des comptes rendus qui permettent de vérifier la qualité de votre déclaration sans que les données déclarées soient réellement prises en compte. Et si vous avez des questions, et bien si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions dans les ressources mises à votre disposition, vous pouvez contacter le support habituel chez votre éditeur ou les organismes ou poser votre question en ligne. Alors, juste pour apporter quelques précisions par rapport aux questions qui peuvent se poser. Donc, il y a d'autres dates de webinaire qui sont proposées. Alors, vous n'êtes pas besoin, vous pourrez inscrire à n'importe quelle date de webinaire sur le portail Net Entreprise. Hein, Didier, tu me confirmes, hein, ça s'étale jusqu'au 30 mars à peu près, voire peut-être au-delà, cette première rencontre. Donc, pour ceux qui auraient démarré en retard ou qui ont des problèmes de connexion, vous pouvez donc vous inscrire à n'importe quel webinaire. Hein, vous n'avez pas besoin de dépendre de la région concernée, du coup, pour le faire. En tout cas, nous, le prochain webinaire qu'on organise pour la Bretagne, c'est le 30 mars. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez vous inscrire sur le portail Net Entreprise pour ça. Ensuite, au niveau de la Bretagne, en tout cas, nous, on mettra les supports à disposition des centres de gestion qui auront la possibilité de vous les relayer. Et je pense que les liens fonctionneront. Vous avez peut-être des difficultés à accéder aux liens à l'heure actuelle. Mais voilà, nous, on les fera transiter par les centres de gestion, les 4 centres de gestion de la Bretagne. Hein, mais je parle que pour la Bretagne, en tout cas. Et puis, sinon, vous trouverez toutes les informations sur le portail Net Entreprise, notamment. Du coup, on va prendre un certain nombre de questions. Didier, voilà, il y a un certain nombre de questions par rapport au PASC ou sur la transmission, enfin la périodicité des transmissions des déclarations. Notamment, mais Béatrice a évoqué ce sujet sur le dernier support. Je ne sais pas si tu veux préciser les choses. Alors, préciser les choses, oui, de toute façon, on va préciser au fur et à mesure dans le temps qu'on se rapproche de l'échéance. La première information importante que je vous rappelle, c'est qu'il y a un environnement de test pour les déclarations sociales nominatives qui permettent d'envoyer une DSN depuis votre poste jusqu'à tous jusqu'à tous les autres organismes qui ont besoin de recevoir ces données et qui vont pouvoir vous faire des comptes rendus, c'est-à-dire vous dire oui, c'est bien arrivé, non, c'est pas bien arrivé, oui, là, c'est ce que je voulais, non, là, c'est pas ce que je voulais, sans aucun enregistrement. C'est-à-dire que vous continuez à faire les procédures sur lesquelles vous êtes aujourd'hui. Donc, il peut y avoir 3 DSN, et vous pouvez très bien faire septembre, octobre, novembre en module test pour vérifier que le fichier que vous avez est bon et que c'est ce qui est transmis et que les organismes les reçoivent correctement. Donc, cet environnement test vous permet vraiment de vérifier que ce que vous vous apprêtez à faire en réel est lisible et comporte des données correctement enregistrables par les organismes. On a effectivement des questions. Alors, j'ai une question de Mme Simon là, à laquelle j'allais répondre tout de suite. Comment indiquer que la collectivité demande la subrogation? Ça ne passe pas.
par la DSN, ça ne passe pas par la DSIJ, ça passe par Amélie Pro ou un lien direct avec votre CEPAM, de façon effectivement à ce que la subrogation soit mise en place, soit suspendue. Ça, c'est des relations entre l'organisme et vous. La déclaration sociale nominative ne transmet que les éléments de paye. Alors, si vous êtes réputé en subrogation, éventuellement, effectivement, la codification de la retenue de salaire ou de la perte de salaire n'est pas du tout la même, et les périodes sur lesquelles ces éléments vont être mis en place n'ont pas les mêmes effets non plus. Ça, c'était quel que soit l'organisme, quelle que soit la déclaration, les mises en place des spécificités de votre cas, de votre SIRET, de votre problématique, nécessitent un échange en direct avec vos conseillers habituels de cet organisme, parce que la DSN ne fait que transmettre un flux de données illisibles pour un humain, et donc effectivement on est toujours dans le même sens. Ça, c'était le premier sujet. Comment est-ce que je fais pour échanger avec mon organisme et pour mettre en place des éléments qui sont relatifs au lien qui nous unit. Le second, c'est la période à laquelle on peut effectivement, pendant laquelle on doit continuer à faire les anciennes déclarations et à partir du moment où elles sont substituées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, dès lors que vous avez suffisamment d'informations dans ce qu'on appelle le bloc 3 de la déclaration sociale nominative, c'est-à-dire l'enregistrement des données mensuelles de paye. Dès lors qu'il y en a assez pour substituer la déclaration, effectivement, vous pouvez faire le signalement arrêt de travail, par exemple, ou fin de contrat de travail. Alors, comment savoir s'il y a assez de données? Aujourd'hui, quand vous faites une DSIJ, on vous demande, selon le cas, 3, 6, 12 mois de salaire antérieur pour pouvoir établir la DSIJ. Eh bien, si vous avez 3, 6 ou 12 mois de déclaration sociale nominative déjà enregistrée, on peut substituer par un signalement d'événement simplifié à la DSIJ. Si ce n'est pas le cas, il y a besoin de faire les deux. Par contre, ne faites pas les deux en même temps. C'est-à-dire que vous faites soit la DSIJ, soit le signalement d'arrêt de travail, parce que si vous faites les deux, le gain que l'on avait en dématérialisant la DSIJ ou en dématérialisant le signalement d'arrêt de travail, vous le perdez parce qu'on identifie un conflit entre les deux sources, et avant de savoir laquelle est celle qui va être retenue, on a effectivement un délai de traitement humain qui peut être de quelques heures, qui est le plus court possible, bien évidemment, mais qui fait que l'automaticité qui était gagnée avec le transfert dématérialisé est perdue. Didier, si je peux ajouter un complément sur ce sujet. Donc, si vous souhaitez réaliser des tests sur un signalement, il est préférable de se rapprocher de votre caisse primaire de rattachement pour votre territoire. Vous serez accompagné au niveau de l'assurance maladie. Nous disposons de nos conseillers informatiques services qui sont là pour vous accompagner pour faire des tests sur l'utilisation du signalement d'événements. Aussi, vous pouvez vous rapprocher de votre éditeur logiciel. Peut-être tous les éditeurs logiciels ne vous ont pas activé cette option, parce que c'est parfois des options qui peuvent exister suivant les éditeurs logiciels. Donc voilà, si vous souhaitez expérimenter, vous vous rapprochez de votre caisse primaire pour gérer les signalements d'événements pour les contractuels qui dépendent du régime général, les fonctionnaires de moins de 28 heures. Voilà, par précaution, plutôt que vous lancer, ou alors vous voyez avec votre éditeur logiciel. Voilà ce que je peux vous conseiller sur ce sujet. Et si vous ne le faites pas, ce n'est pas une obligation pour l'instant de le faire tant que vous n'êtes pas passé à la DSN mensuelle. Ça le deviendra à partir du moment où vous serez dans la DSN mensuelle. Mais dans l'attente, vous pouvez continuer à réaliser des SIJ, notamment, via Net Entreprise. Voilà la petite précision. Et il y a une information importante qui vient avec la question de Madame Olivier. C'est que faire une DSIJ et un signalement d'événement pour le même cas, c'est embêtant, c'est pas pratique et ça nécessite effectivement de perdre du temps. Faire un passereau et une DSN, c'est non seulement embêtant, mais en plus vous aurez deux prélèvements. Et là, ça enclenche d'autres choses que simplement un délai de traitement un peu plus long et peut-être une interpellation de la part de votre
conseiller de l'assurance maladie qui vous appelle en vous demandant est-ce que c'est 2 cas différents et est-ce qu'effectivement on doit tenir compte des 2 choses, est-ce que c'est le même et on doit en prendre qu'un et lequel on doit prendre, enfin, ce lien-là. Là, si vous faites, à partir du moment où vous allez être en DSN et vous allez la transmettre en réel, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2022, c'est-à-dire la DSN que vous allez envoyer le 5 ou le 15 février 2022, il ne faut surtout plus faire de passereau. Si vous faites un passereau et une DSN, pour les finances publiques, vous avez 2 revenus, donc 2 prélèvements, et ensuite c'est à l'agent d'interpeller la DGFiP, son centre des impôts, par le biais de mesimpôts.fr, pour obtenir un remboursement de ce qui a été perçu en trop. Il n'y a pas de procédure de remboursement au travers de la DSN ou au travers de passereau des sommes considérées comme indues, puisqu'elles ne seront considérées comme indues qu'après étude par la DGFiP. Donc ça, c'est vraiment la différence entre faire la même procédure en double procédure et puis effectivement enclencher les effets de ces procédures directement sur le sujet. Sur la date d'entrée, puisque les questions sont en train de tomber, on entre en DSN officiellement, exclusivement, le 1er janvier de l'année en cours. On a besoin de 12 DSN mensuels continus, c'est-à-dire sans interruption, il faut que les 12 se suivent, pour substituer la date dessus et substituer les autres déclarations annuelles. Donc, ce qui veut dire que vous êtes effectivement dans le besoin d'avoir soit avancé en période test auparavant des DSN tests et vous rentrez officiellement au 1er janvier 2022, soit effectivement vous êtes déjà, et je vois que c'est le cas de Madame Tilu, en DSN depuis le 1er janvier 2021, et il y a effectivement plus de possibilités de faire des DSN de test, ce sont des DSN annulaires en place, donc vous les publiez, on vous renvoie les éléments le plus vite possible pour que vous puissiez faire les modifications avant la date d'échéance. Pour ce qui est de l'information des retours, vous avez, comme on précisait rapidement dans la présentation, vous avez des comptes rendus métiers. Alors, vous avez des signalements qui reviennent. Alors, je vais éviter ce genre de mots puisque le signalement, c'est le signalement d'arrêt ou le signalement de fin de contrat de travail. Vous avez des certificats de conformité qui vous disent ce que vous avez envoyé est lisible. Ça vous lève de votre obligation de déclarer par le biais de la DSN. Et ensuite, chaque organisme peut vous envoyer des comptes rendus métiers. Dans les comptes rendus métiers, les comptes rendus métiers monétaires ou des comptes rendus financiers ou des comptes rendus métiers nominatifs. Compte rendu nominatif pour vous dire on a un problème avec telle personne, avec tel NIR, monétaire ou financier en vous disant au niveau du taux ou au niveau du montant, on a un souci, un contrôle de cohérence qui ne se fait pas dans les bonnes conditions. Et là, à ce moment-là, c'est là que vous avez en retour les éléments de votre DSN, éventuellement en anomalie. Je croise les doigts, mais il n'y a pas de raison. Si vous n'avez aucun compte rendu métier, alors que vous avez le certificat de conformité, pour l'instant, c'est que votre DSN est propre. C'est que les éléments qui étaient nécessaires ont été transmis correctement et que si c'était effectivement un premier coup, celle du 5 février, vous avez parfaitement rempli votre obligation au 5 février de transmission des données. Alors, il y a bien évidemment une autre loi dont on n'a pas parlé au début, qu'on appelle un peu trivialement la loi OOPS, qui reconnaît à chacun la possibilité de se tromper, si tant est que les corrections de cette erreur ou de cette anomalie sont portées sur la déclaration du mois suivant. C'est-à-dire que vous vous trompez sur votre DSN du mois de janvier, déposé en février, vous recevez un compte rendu métier, vous n'aurez pas de pénalité parce que le montant n'était pas le bon, parce que le taux n'était pas le bon, si vous la corrigez sur la DSN suivante. Et effectivement, c'est une sécurité pour vous de savoir que si quelque chose se passait, vous avez la possibilité de faire une correction sans que ça vous soit porté comme si vous aviez fait exprès ou comme si c'était une anomalie de votre fait. On peut aussi avoir, on a eu le cas il y a quelque temps déjà, on peut avoir des micro-coupures électriques au moment de la transmission du fichier et ce que l'on reçoit, nous, est potentiellement corrompu. Alors, on ne le sait pas, on a simplement l'information, c'est potentiellement corrompu et on vous demande de redéposer la DSN pour être sûr que ce qu'on a
reçu est bien ce que vous vouliez nous envoyer. Mais l'absence de retour alors que vous avez le certificat de conformité, c'est juste la preuve que ce que vous avez envoyé correspond à ce qu'on attendait. Alors effectivement, c'est frustrant et ça peut être angoissant parce qu'on se dit, avec tout le travail demandé avant et tous les éléments demandés avant, on voudrait bien être rassuré. Il y a un autre moyen d'être rassuré, mais qui sera un petit peu plus, qui va revenir un petit peu plus tard auprès de vous, c'est que le législateur a mis en place un portail qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv. Mesdroitssociaux.gouv, ça permet à chaque individu de vérifier que ce qui a été déclaré pour son compte, et exclusivement pour son compte, par les organismes qui lui versent de l'argent ou par l'employeur qui lui verse un revenu, il peut consulter sur mesdroitssociaux.gouv ce qui a été déclaré pour lui, toutes les données de la DSN. C'est une obligation du RGPD. Toutes les données de la DSN versant utilisateur pour son compte personnel sont accessibles et visibles. Et s'il y a effectivement quelque chose dont il s'aperçoit que ça pose problème, il peut le corriger. Est-ce que mes collègues qui sont présents veulent rajouter des données dessus? Ou alors est-ce qu'on passe tout de suite à Topaz? Alors le oui, topinement de la tête veut dire on passe à Topaz. Topaz reste actif. Topaz, c'est un moyen qui vous est donné d'interroger la DGFiP pour connaître le taux de prélèvement à la source d'un individu. Bien évidemment, il reste actif. Je vous rappelle que le taux fourni par Topaz ou le taux qui va remonter, puisque c'était aussi une des questions, dans les comptes rendus métiers, puisque quand vous allez déposer la DSN, vous déposez les éléments relatifs au prélèvement à la source. Dans le compte rendu que vous fait la DGFiP, vous avez le taux de chaque individu qui est remonté. Ce taux est valable 2 mois. Donc, si vous avez pendant un mois, soit vous n'avez pas le nouveau taux, soit effectivement vous êtes parti en congé, ce que je vous souhaite, et vous n'êtes pas sûr que le taux est toujours le même, de toute façon, pendant 2 mois, il est accessible. Sur l'utilisation de Topaz, on a aussi dans la DSN, vous allez voir quand vous allez l'utiliser un peu plus en avant, on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un signalement d'amorçage de données variables qui permet d'interroger avant que le salarié rentre ou avant que le salarié soit rémunéré, avant qu'il ait fini sa première période d'activité, vous pouvez interroger par ce signalement d'amorçage de données variables les impôts qui vont vous retourner le taux de passe. Bien évidemment, là aujourd'hui, dans l'utilisation de Passero, vous avez les retours des taux, et ce sont ces taux-là qui sont injectés dans le logiciel de paye pour faire la DSN. J'espère que ça répond pour vous sur ces 2 sujets-là. Le troisième, vous n'avez pas d'obligation d'informer sur mesdroitssociaux.gouv. Vous avez obligation d'informer vos agents et les salariés que vous dématérialisez les éléments de la paye au moyen de la déclaration sociale nominative. Dans le petit cercle virtueux que vous présentez, Béatrice Crespel, tout à l'heure, on vous dit effectivement informer les salariés. Et informer les salariés, on l'a mis au même niveau que vérifier si les numéros d'identification au répertoire des personnes physiques, puisqu'on me demandait ce que ça voulait dire tout à l'heure, NIR, vérifier que ce NIR est bien certifié. C'est-à-dire, par exemple, qu'un prénom que vous avez enregistré, vous, sans tréma, qui serait enregistré au niveau de l'assurance maladie, au niveau de l'INSEE et donc du SNGI, qui serait identifié sous le nom, avec ce tréma, le NIR de cette personne n'est pas certifié. Ça veut dire qu'on sait que c'est elle, tout colle. La date de naissance, le nom, le prénom, l'adresse, enfin, tout colle, sauf ça. Et à ce moment-là, on vous demande de vérifier. Et on vous demande d'être sûr que c'est effectivement avec tréma ou pas tréma. Ça peut être important parce que le calcul des droits et le service des droits auxquels les cotisations que vous payez ouvrent, on doit être sûr que c'est bien la bonne personne, que c'est bien fait dans les bonnes conditions et qu'on ne perd pas de temps. À chaque fois, de toute façon, qu'il y ait un doute, il y a intervention humaine pour vérifier. À chaque fois qu'il y a intervention humaine, on retarde soit l'ouverture des droits, soit on perd le bénéfice de la simplification. Ça ne veut pas dire que ce qui est fait dans le cadre de la simplification, du coup, est complètement perdu et que c'est foutu et que c'est horrible. Ça veut juste dire qu'on perd un peu de temps et qu'on pourrait le gagner à le faire. Et vous avez donc obligation d'informer vos salariés qu'il y a des matérialisations des données, des cotisations sociales et de la paye transmis par la DSN. Vous avez sur les sites CNRACL ou autres des modèles de courrier
pour informer vos salariés. Mais c'est sûrement aussi l'occasion pour vous de vérifier que la fiche d'information du salarié que vous avez dans votre fiche de paye est bien aussi complète que vous le vouliez. Par exemple, que vous avez bien fait la mise à jour, on va dire, d'un événement heureux ou malheureux, c'est-à-dire le mariage ou le divorce, la naissance d'un enfant. Peut-être que tous ces éléments-là, qui ne sont pas nécessaires à l'établissement de la paye, mais qui peuvent être utiles dans le cadre de la gestion, ne serait-ce que par exemple si vous avez, quand vous avez à servir au nom du CCAS et j'allais dire les services sociaux, c'est pas exactement le terme, mais de tout ce qui est avantage à côté, c'est des informations qui sont utiles, mais aussi, ça permet de vérifier que les éléments que vous avez enregistrés quand vous avez embauché l'agent ou quand il a été muté chez vous, qu'il est arrivé chez vous, que les éléments qui sont enregistrés sont bien ceux qui sont officiellement dans le NIR et que vous avez à ce moment-là un bilan d'identification des salariés qui est nul, c'est-à-dire dans lequel il n'y a rien, c'est-à-dire que tous vos salariés ont des NIR certifiés. Alors, le fait de rémunérer des contractuels avec un mois de décalage posera-t-il un problème au niveau de la DSN? Ça n'en posera pas au niveau de la DSN. Ça en pose au niveau intellectuel, puisque ça veut dire que vous êtes dans l'illégalité, puisque le salaire doit être versé à la fin de la période d'activité, et non pas le mois d'après. Alors, je sais bien que ce n'est pas des pratiques de paye, mais ça n'est qu'une souplesse qui est accordée. La loi n'a jamais autorisé à payer avec un mois ou 2 mois de délai les salaires. Ça doit être fait au moment même. La meilleure preuve en est qu'à partir du moment où vous avez une rupture de contrat de travail, vous devez fournir les éléments permettant aux salariés une identification auprès de Pôle emploi et la prise en charge au niveau de l'assurance chômage pour ceux qui ont le droit de leurs droits, justement. La loi précise sans délai, c'est-à-dire le dernier jour d'activité. Il n'est pas question. Alors, il n'est pas question qu'il y ait un délai supplémentaire. Bien évidemment, les pratiques de paye font que c'est quelquefois difficile. Ce qui se fait, une fois que j'ai posé ce principe de la loi, il y a le principe de la réalité. Le principe de la réalité, c'est que vous faites dans la DSN ce que vous faites dans la paye. La DSN, c'est la photographie de la paye. Si au mois de mars, il n'y a pas de rémunération pour une personne, la rémunération est à 0 pour cette personne. Si au mois d'avril, elle touche la rémunération du mois de mars, vous indiquez la somme qui lui a été versée et vous affectez cette somme au mois de mars. Vous l'affectez à la période à laquelle vous souhaitez que il en soit tenu compte, ne serait-ce que parce que le décalage de paye, en cas d'événement qui intervient dans le contrat du salarié, ce décalage de paye peut décaler aussi l'ouverture de ses droits. Et de façon claire, ce n'est pas forcément très juste. Si par exemple il a besoin de 12 mois d'activité, il a travaillé effectivement les 12 mois, mais qu'il n'a reçu que 11 payes, ça voudrait dire qu'au moment où il a cette ouverture de droit qui demande 12 mois d'antécédents, il n'aura rien, alors que non seulement il a eu la paye, mais qu'en plus aussi vous avez fait les déclarations qu'il fallait. Donc il est important que ça soit le reflet des pratiques de paye. Il est important que les données qui soient transmises soient les plus justes possibles dans les chiffres qui sont transmis, mais aussi dans la date d'affectation et dans les personnes d'affectation. Je continue à remonter. Comment faire pour ne pas payer? Ben voilà, c'est ce que je disais. Il y a une différence entre ce que dit la loi et ce que disent les pratiques de paye. On avait aussi une question que vous allez sûrement avoir, qui va arriver rapidement, c'est que dans certains cas, les trésoreries vous demandaient la paye du mois en cours le 5 du mois. C'est-à-dire vous demandez le 5 avril la paye du mois d'avril, de façon à pouvoir tout préparer, tout mettre en place. C'est absolument incompatible avec la déclaration sociale nominative, puisque en réalité, alors non seulement nous on a besoin que la paye soit complète pour que la DSN soit juste, mais en plus on était sur une échéance qui était identique, c'est-à-dire que on vous demandait le 5 mai la déclaration sociale nominative de la paye d'avril, alors que la trésorerie vous demandait la paye de mai. Donc effectivement, la source de conflit, d'erreur, et la Bercy a donc envoyé un courrier, une instruction à l'ensemble de ces directions régionales des finances publiques, leur demandant de décaler au maximum, idéalement au 20, la date à laquelle ils devaient vous demander la transmission des éléments de paye, de façon à ce qu'on soit au plus près possible de la paye réelle et qu'il n'y ait surtout pas de conflit avec les deux échéances,
sachant que c'est le même organisme, la DGFiP, qui au niveau de la trésorerie fait les payes et au niveau du PASS prélève le prélèvement à la source. Donc, comment faire pour ne pas payer? L'idée, c'est que la DSN ne permette pas de ne pas payer. L'idée, c'est que la DSN ne change pas les habitudes de paye qui fonctionnent bien aujourd'hui. Bien évidemment, l'idéal, c'est d'aller le plus possible vers ce que la loi impose et vers une situation qui a l'avantage de tout le monde. Mais l'idée, elle n'est pas non plus de tout révolutionner, de mettre à mal l'ensemble des procédures qui sont aujourd'hui en place et qui aujourd'hui sont reconnues par les organismes, que ce soit l'URSSAF, que ce soit la DGFiP. On a besoin, par contre, là c'est vraiment le truc le plus important, le plus impératif, c'est qu'on a besoin de données de qualité. On a besoin que les éléments qui sont transmis dans la ADSN soient les bons, bien affectés aux bonnes dates, bien affectés aux bonnes personnes, et pour le bon montant, utilisant le bon taux. Et tout ça, c'est des éléments de paye que vous faites déjà. J'aurais tendance à dire, mais la paye, elle est juste à 99,99% des cas. Donc la DSN, elle va être juste à 99,99% des cas, puisqu'elle est le reflet de la paye. Maintenant, cette transmission, ce changement sur le contrôle continu, quasiment, qu'impose la DSN par rapport aux événements, aux déclarations événementielles que vous aviez à remplir. Et quand on vous dit 40, vous imaginez déjà la charge de travail en moins, les 40 déclarations que vous n'aurez plus à faire. C'est peut-être l'occasion aussi de changer certaines modalités, comment est-ce que les différents services, parce qu'il y a aussi le cas des services qui ne vous transmettent pas forcément les bonnes informations à temps. Et du coup, vous les recevez plus tard et il faut faire des corrections. Alors, tant que vous aviez effectivement la possibilité d'avoir un Tipex à la main et de refaire les déclarations et de changer les montants et de réaffecter, on était toujours sur le fil, mais on arrivait toujours à faire quelque chose de réussi à l'arrivée. Avec la DSN, c'est moins possible. Donc, ça va aussi nécessiter que la transmission en interne des informations qui vous sont faites le soit dans les bonnes conditions. Mais l'idée, elle n'est pas de révolutionner le mode de fonctionnement. L'idée, elle est de réfléchir à comment ça fonctionne aujourd'hui, est-ce que ça peut être amélioré ou pas, et puis surtout, comment coller au plus près à la situation que propose cette fameuse notion dont je m'amuse à parler à chaque fois parce que le mot, malgré toutes ces années, est toujours aussi compliqué. C'est cette notion de contemporanéité des données, chère à nos amis des finances publiques, en réalité prennent corps. On a besoin des informations au moment où elles arrivent. Le versement des aides personnalisées au logement, le versement d'autres aides à venir. On a besoin que ça arrive au moment où il y a l'événement qui la déclenche et non pas 3, 4, 6 mois après, et éventuellement que 3, 4, 6 mois après, on demande à un agent ou un individu de rembourser des sommes qui auraient été trop perçues parce que l'information de son changement de situation n'a pas été enregistrée à temps. Et vous entendez que je suis plus que passionné et bavard, donc ça n'aide pas dans des présentations comme ça. Je comptais sur mes collègues pour m'interrompre et faire des réponses plus courtes, mais... Après, Didier, par rapport à toutes les questions qui se posent, on rentre presque dans les prochaines rencontres, oui. En fait, où on rentrera plus dans le détail des questions qu'on vous pose. Ouais. C'est-à-dire qu'on voulait faire avec cette première rencontre, en fait, c'était vous sensibiliser sur ce sujet, parce que c'est un chantier important pour vous d'intégrer la DSN mensuelle. Donc, parce il y a un certain nombre de points de vigilance à prendre en considération. C'est que vous avez une diversité de population importante. Vous devez aussi adopter les principes et la temporalité de la DSN. Donc, ça aussi, ça va demander de l'adaptation. C'est un projet d'ampleur qui a des impacts organisationnels qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis, il y a des réflexions à avoir sur le fait de conserver ou de passer en mode API, par exemple. Oui. Voilà, donc à voir avec votre éditeur logiciel. Et par rapport à ce changement qui est induit, il y a une acculturation à faire à votre niveau. Donc, le portail Net Entreprise est là pour vous donner un certain nombre d'informations. Nous, on a prévu d'autres temps de rencontres. Et aussi, à votre niveau, mobiliser les équipes et informer vos salariés de l'arrivée, en fait, du passage à la DSN mensuelle. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux autour de ça. Et si on n'arrive pas vraiment à répondre à toutes les questions précises, cela sera fait dans les 2 prochaines rencontres. Même si ça a un côté un peu frustrant, je comprends. On peut répondre encore à des questions si tu le souhaites, Didier, mais après, peut-être on va
dériver un peu sur les prochaines rencontres. Il est surtout important que vous ayez en tête que vous n'êtes pas tout seul en face de la DSN, que les interlocuteurs, donc là, moi, au niveau national, je vais pas vous donner des réponses et vous dire, je vais vous répondre à chaque fois que vous aurez des questions. Vos interlocuteurs locaux, oui, parce qu'on a tous besoin, au niveau des organismes de protection sociale, d'avoir ces données de la DSN qui soient correctement portées et correctement amenées. On est effectivement dans une situation dans laquelle on avance avec vous vers le mieux. On n'est pas... L'échéance calendaire fait qu'on a une obligation de résultat. Il faut que tout le monde soit prêt et puisse passer correctement à la DSN au 1er janvier. Mais en réalité, on a surtout une obligation de moyens. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider à être prêt dans les bonnes conditions et dans les meilleurs éléments. Donc oui, il y a toute une série de rendez-vous, mais quasiment toutes les questions que vous êtes en train de poser trouvent des réponses dans la base de connaissances qui est accessible sur Net Entreprise et vous allez pouvoir prendre le temps maintenant d'aller effectivement, pardon, non pas vous promener parce que c'est pas une promenade, mais vous allez pouvoir aller découvrir les différents éléments. Il y a toute une partie qui est spécifique et réservée à la fonction publique, donc qui va répondre aux questions spécifiques et pratiques que vous avez. Mais du coup, on a ces éléments. Par exemple, là, je vois la question se poser, est-ce qu'il y a un modèle de courrier pour prévenir les agents? Il y en a sur Net Entreprise, il y en a sur les sites de la CNRACL, de l'IRCANTEC, de la CDC, des centres de gestion. N'oubliez pas que les centres de gestion ont une mission aussi d'information pour les collectivités territoriales sur leur territoire. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des centres de gestion, même s'ils ne font pas la paye pour vous. Ils sont en capacité de répondre. Et puis, Béatrice Crespel va pouvoir confirmer. Les missions aujourd'hui portées par les URSSAF sont aussi beaucoup des missions d'accompagnement, de suivi, de préparation. Alors, pas de paramétrage. On n'a pas le temps d'aider tout le monde. C'est ce que je m'apprêtais à répondre donc à Christelle, qui demande s'il est possible de faire une journée de formation au sein de l'URSSAF. Nous ne pouvons pas former sur le paramétrage du logiciel. C'est pas possible, c'est pas de notre compétence. On ne maîtrise pas tous les logiciels qui existent. Donc ça, c'est pas... Je peux transmettre votre souhait, mais voilà, on n'est pas... C'est pas de notre compétence. Par contre, dans la charte DSN, les éditeurs logiciels sont engagés à vous accompagner pour le paramétrage de leur logiciel. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, nous, on connaît la version flux informatique, réception, gestion des comptes et autres, mais la version paramétrage de votre logiciel propre, mise en place de votre plan de paye et respect des spécificités, ça nécessiterait quasiment qu'on passe chez chacun d'entre vous pour pouvoir le faire. Alors, il y a une question de temps, bien évidemment, une question de coût, on ne va pas se le cacher, mais il y a surtout une question de compétence. On ne connaît pas forcément tous les logiciels de paye que vous avez et on ne sait surtout pas quels sont les modules et les modalités de déploiement de ces modules dans vos organismes. C'est en ça que c'est compliqué. Après, on peut vous accompagner lorsque vous avez des retours d'anomalies que vous n'arrivez pas à rectifier ou à trouver. Bon, on a quand même la connaissance un petit peu des DSN depuis que ça a été mis en place. Donc, on peut peut-être vous accompagner, mais je vous dis, il faut d'abord vous tourner vers votre développeur de logiciel. J'ai travaillé, alors, Madame Spétante, j'ai travaillé à l'URSSAF sur la DSN, est-ce le même fonctionnement? C'est-à-dire, je ne comprends pas la question. Je pense effectivement. Alors, si la question porte sur la norme et sur ce qui est attendu, alors soit vous avez travaillé à l'URSSAF en tant que salarié de l'URSSAF, soit vous avez travaillé avec l'URSSAF parce qu'il y a eu d'autres comptes et vous avez déjà fait de la DSN. Si la première réponse est j'ai travaillé à l'URSSAF sur la DSN, est-ce que c'est le même fonctionnement? La réponse est oui, parce que de toute façon, la norme est la même. En tant que salarié. En tant que salarié, voilà. Donc oui, je pense que tu peux répondre les évolutions. Oui, que ce soit secteur privé ou la fonction publique, il y a des choses qui divergent, mais au final, c'est de la DSN. Donc, oui, c'est similaire.
Didier, il y a une question qui revient sur l'information des salariés euh, sur Oui. le passage à la DSN de l'employeur. Il y a très forte chance que ce que vous allez trouver sur Net Entreprise vous renvoie sur la CDC, la Caisse de dépôt et consignation. On avait un modèle de courrier qui avait été validé, et là, je pense que si vous ne l'avez pas encore, c'est que les modèles n'ont pas été validés par les DGAFP, DGOS et DGCCL, Direction générale des collectivités locales, et donc ça veut dire que c'est sur les sites de vos interlocuteurs habituels que vous allez le trouver plus que sur Net Entreprise. Il y a aussi un questionnement qui revient un peu sur la temporalité, quand on a une information après avoir transmis les éléments. Oui. Ouais, on a le. Oui, pardon, excusez-moi, je fais le gars désabusé. Là, il y a eu, alors vous citez le cas de Passereau ou le cas de Topaz, il y a eu quelques soucis sur les retours de la part de la DGFiP, effectivement, là aux alentours du mois de décembre et janvier. Mais normalement, les retours, les comptes rendus métiers arrivent avec 3 jours d'écart, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est censé être le 8 ou le 18 que vous êtes censé avoir les retours. Maintenant, sur l'utilisation du taux, parce que dans le retour que fait la DGFiP, c'est principalement le taux de passe qui vous est remonté. Or, le taux de passe, il est valide 2 mois. Donc, le taux que vous avez eu dans un compte rendu de février, donc que vous avez reçu 8 ou 18 mars, il est valable mars, avril, mai. Et vous avez donc jusqu'au mois de juin pour recevoir le nouveau taux. Non, jusqu'au mois de mai. Donc, il est valable jusqu'au mois de mai. Donc, vous avez jusqu'au 8 mai pour recevoir le nouveau taux. Vous pouvez utiliser celui que vous avez. Donc, le fait qu'il y ait un léger retard n'impacte pas complètement, puisque de toute façon, le dernier que vous recevez, et dans beaucoup de cas, les logiciels injectent automatiquement les comptes rendus métiers de la DGFiP dans le logiciel. C'est-à-dire que le taux est mis à jour automatiquement. Vous ouvrez le compte rendu métier, il y a juste un bouton à cliquer et ça met à jour les taux de vos salariés sans que vous ayez à intervenir. Il y en a certains où il faut que vous le fassiez. Donc là, par contre, effectivement, ça nécessite une intervention humaine. Mais la date de validité de 2 mois fait qu'il n'y a pas d'angoisse à avoir sur le fait que le taux pourrait revenir un peu plus tard. C'est plus gênant sur le premier, quand vous avez un agent qui arrive et qu'effectivement, c'est pas dans le cadre d'une mutation, puisque dans le cadre d'une mutation ou d'un ça y est, j'ai perdu le nom. En réalité, si ça ne marche que, ça n'est important qu'à partir du moment où l'administration, dans son ensemble, ne connaît pas le taux de passe d'un individu, c'est-à-dire qu'il démarre sa vie active ou qu'il vient d'arriver sur un territoire qui n'était pas le sien. Sinon, le taux, il est toujours accessible auprès de la DGFiP et il est toujours connu par l'ancien employeur et du coup par le système DSN. Et la norme NeoDes permet d'avoir un transfert de ces informations beaucoup plus simple que ça n'était le cas avant avec la N4DS. Donc effectivement, cette temporalité, alors sachez qu'à partir du moment où il y a un retard, ou une difficulté de transmission ou autre qui est du fait d'un organisme ou du système DSN, bien évidemment, on ne tient pas compte des difficultés, des erreurs qui pourraient avoir été enclenchées. On ne va pas le considérer comme étant une erreur et comme un défaut de déclaration de votre part, à partir du moment où il n'y a pas les moyens de le faire. Par contre, ne vous l'aurez pas, il va falloir prouver qu'il n'y avait pas moyen d'avoir ce nouvel élément. Et Madame Olivier, Topaz reste active pour le nouveau salarié. Et Didier, ce qu'il faut aussi retenir, c'est le principe que l'information doit se rapporter au mois concerné, même si elle est déclarée postérieurement. Absolument. Tu l'as dit avec un mot plus simple, la temporalité de l'événement. Moi, je parlais de la contemporanéité de la donnée. Oui, effectivement, il faut affecter à la bonne période le bon événement, à la bonne période au bon NIR et au bon SIRET. Voilà, même si c'est postérieur, si c'est une déclaration postérieure, elle doit se rapporter au mois concerné. Et d'ailleurs, s'il y a une modification à faire qui porte sur plusieurs mois, il y a à faire autant de blocs correctifs que de mois concernés. C'est-à-dire si c'est une erreur qu'apportée ou une anomalie ou un changement non connu qui porte sur plusieurs mois, il faut autant de blocs que de mois concernés.
Alors, est-ce qu'on prend encore une ou deux questions avant de finir, Didier, ou... Comme tu veux, surtout que la dernière parle sur les arrêts de travail. Donc, je pense que tu peux Voilà. Après, il y a deux notions dedans. Il y a le problème de la déclaration des payes en décalage. De toute façon, il faut que les informations que reçoit l'assurance maladie soient en rapport avec la période de référence demandée. Donc, pour un arrêt classique, comme on l'a dit, il faut qu'on ait les 3 mois précédant l'arrêt de travail. Donc, le principe du décalage de paye devrait disparaître avec le passage à la DSN mensuelle. De toute façon, comme le disait Didier, la DGFiP a reçu ou les trésoreries ont reçu des instructions dans ce sens. Tu me confirmes, Didier? Absolument. Et d'ailleurs, il y avait une demande qui était est-ce qu'on peut recevoir cette note? C'est pas une note qui nous a été adressée à nous, c'est une note qui a été adressée par Bercy aux trésoreries. Et donc, bien évidemment, on a été informé du transfert de cette note, mais on n'en a pas une copie, on n'en est pas destinataire. Voilà. Après, est-ce que c'est un problème, le décalage? Oui, enfin, surtout s'il n'y a pas de maintien de salaire pour le salarié concerné, c'est-à-dire que cette personne peut potentiellement se retrouver sans revenu pendant un moment. Et donc, c'est quand même assez embêtant pour cette personne. Plus les entreprises et collectivités tardent à adresser les attestations de salaire, plus le paiement des indemnités peut être rallongé. On va peut-être du coup conclure. Déjà vous remercier pour votre participation à ce premier webinaire qui n'est que notre première rencontre. Il y en aura au moins 2 autres de prévus au cours de l'année et au fur et à mesure, on rentrera de plus en plus dans le détail jusqu'à arriver au module expertise sur le dernier trimestre qui vous permettra d'être le plus serein possible pour le passage à la DSN. Et on insiste bien sur le fait qu'il y a la quasi-totalité des entreprises privées sont passées à la DSN mensuelle, ainsi qu'un certain nombre de collectivités locales. Et ça s'est bien passé. Je pense que le système DSN a évolué, continue d'évoluer, d'intégrer de nouvelles déclarations en ligne et a pris en compte les problématiques spécifiques, notamment des collectivités, avec les premiers paliers qui est passé il y a maintenant presque 2 ans, Didier. Voilà, donc il me reste à vous remercier en tout cas pour votre participation et vos questions. Je voulais juste ajouter la proposition que vous avez faite, Béatrice Crespel, tout à l'heure. N'hésitez pas à aller sur Net Entreprise pour voir les MOOC, parce que les 4 payes et les petites vidéos sont très courtes, très didactiques. Ça parle exactement avec les mots que vous employez vous et ça présente des 4 payes que vous avez vous. Donc, vous allez voir que c'est extrêmement rassurant de se rendre compte que finalement, vous rentrez après les autres, que les autres ont essuyé les plâtres, qu'on a fait les modifications, les évolutions et surtout qu'on a basé les éléments d'aide, non pas sur ce que nous attendions, mais sur ce que vous faisiez. C'est-à-dire qu'on a fait la démarche inverse de ce qu'on fait d'habitude. On ne vous impose pas un mode d'emploi, on vous propose des réponses à vos questions. Et je vous remercie vraiment de votre attention et de votre gentille bienveillance dans les questions que vous avez posées. Ce sont des périodes qui sont un peu complexes et dans lesquelles la mise en danger peut être sentie de votre côté et de vous sentir confiant et tout en étant interrogatif et en étant attentif à ce qui peut être porté, c'est extrêmement rassurant pour nous et nous donne envie de vraiment vous accompagner au maximum à côté. Merci à tous. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Et puis bon week-end. Bon week-end, oui. Au revoir.